C'est un plan parfait. Dans la nuit du 11 juin 1962, 3 prisonniers s'évadent d'Alcatraz. Ils atteignent la rive de la baie de San Francisco et pénètrent dans l'eau glacée. Presque 50 ans plus tard, on connaît pratiquement tous les détails de cette incroyable évasion, sauf un. Les fugitifs se sont-ils noyés dans la baie ou ont-ils survécu à l'évasion? L'agence des US Marshals est toujours sur l'affaire et de nouveaux indices surprenants sont en train de redonner une deuxième vie à l'enquête sur les mystérieux évadés d'Alcatraz. Dans la prison d'Alcatraz, c'est une nuit comme les autres qui s'annonce. On ferme! Tout est calme. En ordre. Mais derrière cette normalité apparente, 3 prisonniers sont sur le point de tenter l'impossible. Ils vont s'évader de la prison fédérale réputée la plus sécurisée des États-Unis. Une forteresse menaçante qui s'élève dans la baie de San Francisco. Alcatraz accueille les criminels les plus dangereux des États-Unis. C'est là qu'Al Capone et Machine Gun Kelly ont purgé leur peine de prison. Dès le début des années 60, les détenus savent qu'Alcatraz représente le point de non-retour. Elle est considérée comme la prison la mieux sécurisée des États-Unis. Le seul nom d'Alcatraz inspire la peur aux détenus qui viennent y purger leur peine. Pat Mahoney est un ancien gardien de la prison d'Alcatraz. C'est également lui qui pilotait le bateau chargé de transporter le personnel et les prisonniers entre Alcatraz et San Francisco. Pour les gardiens comme Mahoney, ce qui fait d'Alcatraz une forteresse dont il est quasiment impossible de s'évader, c'est l'eau. Les eaux glacées de la baie représentent la dernière ligne de défense. À l'intérieur, il y a un gardien pour 3 prisonniers. Dehors, des murs hérissés de barbelés et des miradors entourent la prison. Une zone de 200 mètres, interdite à la navigation, encercle la forteresse. C'est cette sécurité renforcée qui a valu à Alcatraz d'être surnommé le Rocher. Mais pour les détenus Frank Morris, John Anglin et Clarence Anglin, ce n'est qu'un défi de plus à relever. Dans l'enceinte de la prison, tout le monde rêve de faire mentir la légende de la prison d'où l'on ne s'évade jamais. Morris et les frères Anglin sont des criminels endurcis et des spécialistes de l'évasion. Quand ils arrivent à Alcatraz, ils ont déjà mis sur pied plusieurs dizaines de tentatives d'évasion de centres de détention parmi les plus durs du pays. Mais réussiront-ils à s'évader du plus dur de tous? Ils vont passer le plus clair de leur journée à chercher un moyen de sortir. Ils échafaudent un plan d'évasion en se basant sur un seul point faible. Un vieux ventilateur situé sur le toit du bloc B n'est pas scellé dans le béton comme les autres. En démontant le conduit, un prisonnier pourrait se glisser dans le passage jusqu'au toit.
Mais pour atteindre ce ventilateur, ils doivent sortir de leur cellule. Et hormis la porte de la cellule, impossible à franchir, la seule autre issue consiste en une grille métallique de 13 cm sur 24. Derrière cette grille se trouve un couloir par lequel passent de nombreux tuyaux et autres conduits et qui mènent directement au ventilateur. En passant par la grille, un prisonnier peut atteindre le toit. Un réseau de complices va leur fournir les outils nécessaires. Ce sont principalement des codétenus, employés dans la prison, à la cuisine, à la blanchisserie et aux travaux de maintenance. Darwin Coon est un ancien détenu d'Alcatraz. Selon lui, John Anglin l'aurait abordé dans la cour pour lui demander de l'aider à se procurer des outils. Coon répond qu'il fera son possible pour l'aider. Les prisonniers fabriquent une perceuse à l'aide de pièces détachées. Et ils utilisent des cuillères aiguisées pour creuser le mur en béton. Ils cachent leur progrès grâce à des grilles en trompe-l'œil fabriquées à partir de morceaux de carton et de boîtes de tabac. Il leur faut des mois pour accomplir ce travail. Mais dans la nuit du 11 juin, ils sont enfin prêts à partir. Extinction des feux. Mais il reste un problème de taille à régler. Les gardiens font des allées et venues incessantes devant les cellules pour compter les détenus. S'ils remarquent que leurs lits sont vides, l'évasion tombe à l'eau pour Maurice et les frères Anglin. Leur solution est un véritable coup de génie. À l'aide de fils de fer, de plâtre, de savon, de peinture couleur chair et de cheveux, les détenus fabriquent des répliques détaillées de leur propre tête. Clarence Anglin travaille chez le coiffeur de la prison. Il a rapporté dans ses poches les cheveux pour les fausses têtes. Il ne reste plus qu'à placer les têtes sur les oreillers. Et à dire bonne nuit à Alcatraz. Le plan se déroule sans anicroche. Mais un dernier obstacle se dresse entre les prisonniers et la liberté, la baie de San Francisco. Maurice et les frères Anglin savent que d'autres évadés ont déjà atteint la rive, mais se sont noyés dans la baie. Les fugitifs n'ont aucune chance de survivre dans cette mer glacée et agitée. Plutôt que de tenter leur chance à la nage, ils optent pour une autre solution,
des gilets de sauvetage et un radeau gonflable fabriqué à partir d'imperméables. John Anglin m'a demandé si j'avais un impair, et il m'a dit de le mettre pendant la promenade et de lui donner. Voilà comment il a récupéré mon impair qui a servi à fabriquer leur radeau. Il leur faudra plusieurs mois et plus de 50 imperméables pour construire un radeau étanche. Ce morceau, comme ça. Puis ils gonflent le radeau à l'aide d'un concertina qu'ils ont transformé. C'est bon. Mais est-ce qu'un radeau fait de briques et de broc et qui n'a jamais été testé sur l'eau survivra aux 3 km de traversée jusqu'à l'autre rive? Si le radeau ne tient pas, Maurice et les frères Anglin n'auront pas d'autre choix que de se jeter à l'eau pour finir à la nage, au risque de se noyer. Mais s'ils réussissent, ils auront accompli un exploit dont les autres prisonniers n'ont fait que rêver. Les 3 évadés d'Alcatraz s'enfoncent dans la nuit et bravent la baie de San Francisco dans leur radeau de fortune. On ne les reverra plus jamais. Presque 50 ans plus tard, leur incroyable évasion est entrée dans la légende. C'est une évasion incroyable et ils ont disparu. Le mystère reste entier. Et pour certains, ce mystère est toujours d'actualité. Le marshal adjoint Michael Dyke dirige les recherches pour retrouver les 3 évadés d'Alcatraz, Frank Morris et John et Clarence Anglin. C'est le travail des marshals de traquer les prisonniers évadés. Bonjour, c'est Mike. Et ils en rattrapent plusieurs dizaines de milliers chaque année. Tu as le chef d'inculpation? Mais cette affaire est différente. Merci, au revoir. Comparé aux meurtriers et aux violeurs qu'il doit traquer, cette évasion d'Alcatraz en 1962 n'est pas l'affaire la plus pressante qu'il ait à traiter. Mais elle est importante pour lui. S'il y a une possibilité que l'un d'eux soit encore en vie et que l'affaire soit résolue, il ne faut pas abandonner. Les marshals n'abandonnent jamais les recherches, sous aucun prétexte. Personne ne s'en sort aussi facilement. Dans son bureau de San Francisco, le marshal adjoint numérise des milliers de vieux dossiers et remonte les pistes les plus récentes. D'aucuns pensent qu'il chasse des fantômes. Mais l'enquête méticuleuse de Michael Dyke va apporter un nouvel éclairage sur l'évasion d'Alcatraz. Elle va lui permettre également de remettre en cause certaines certitudes concernant cette affaire, y compris sur le jour même de l'évasion. Lors de sa ronde du matin, un gardien croit faire une découverte macabre. Il faisait l'appel à 7h30. Maurice! Le gardien a voulu le réveiller en lui tapant sur la tête. Il a crié « Mon Dieu, on lui a coupé la tête !» La cuillère a eu raison des barreaux dans la prison d'Alcatraz, dont nul n'est censé pouvoir s'évader.
3 braqueurs de banque, Frank Morris et John et Clarence Anglin, sont passés par les grillages recouvrant un conduit d'aération, ont grimpé le long d'un tuyau d'évacuation, puis se sont volatilisés dans la baie de San Francisco. Il s'agit de la première évasion réussie dans l'histoire de cette prison de haute sécurité. L'écrivaine Jolene Babiak est la fille du directeur adjoint de la prison de l'époque et dormait dans l'appartement familial lorsque l'alarme a retenti. J'ai compris qu'il y avait eu une évasion en entendant la sirène dans mon rêve. Ma mère m'a dit « Habille-toi, il y a eu une évasion ». J'ai demandé « Ils sont toujours là ?» Et elle m'a dit « Non, ils ont dû partir cette nuit ». En quelques heures, le FBI ratisse la côte et les eaux glacées de la baie avec l'aide des gardes-côtes, de l'armée et de la police locale. Mais ils ne retrouvent aucune trace des évadés. La fouille de leurs cellules révèle la méthode qu'ils ont employée. Ils sont sortis sur le toit de la prison, sont descendus le long d'un tuyau, puis sont venus mettre leur radeau à l'eau ici. Les interrogatoires des autres détenus réservent une autre surprise. Un 4e prisonnier, Alan West, a également participé à l'évasion. West était le plus vicieux et le plus dangereux. C'était son 2e séjour à Alcatraz. Mais West n'a pas réussi à sortir à temps pour rejoindre les autres. Non. Alan West. Il raconte au FBI que les évadés avaient prévu de passer par un chemin inhabituel. Ce chemin devait passer par Angel Island, à 3 km au nord d'Alcatraz, avant de les mener sur le continent où ils auraient volé une voiture. À Angel Island. Oui. La police passe la zone au peigne fin. Mais tout ce qui reste de Maurice et des frères Anglin, c'est une pagaie, 2 gilets de sauvetage et une pochette en caoutchouc contenant des photos et des notes. D'après les rapports de police, l'indice le plus important, le radeau de 2 mètres sur 4, n'a jamais été retrouvé et aucun vol de voiture n'a été signalé. Cinq semaines plus tard, le FBI reçoit de nouvelles informations. Un cargo norvégien quittant la baie aurait repéré un corps flottant dans l'eau. Il était sur le ventre, mais il portait un pantalon de toile bleu clair et un caban. La description correspond presque exactement à l'uniforme porté par les détenus d'Alcatraz. Ce rapport finit de convaincre bon nombre d'enquêteurs que le radeau des évadés a coulé et qu'ils sont morts noyés. Mais y a-t-il une autre fin possible à cette histoire ? En 1979, soit près de 20 ans après l'évasion des 3 détenus d'Alcatraz, le FBI se dessaisit de l'enquête non résolue et la confie au bureau des US Marshals. La plus ancienne agence fédérale du pays
traque les fugitifs depuis plus de 2 siècles. Les US Marshals arrêtent plus de 100 000 fugitifs chaque année. Et une bonne partie d'entre eux est retrouvée après plusieurs années, voire plusieurs décennies. Mais même pour des enquêteurs aussi opiniâtres, l'évasion d'Alcatraz représente un défi énorme. Et elle soulève certaines questions sur l'enquête originale. Ce qui amène certains à se demander si Frank Morris et les frères Anglin n'ont finalement pas réussi à retrouver leur liberté. Michael Earp est le directeur adjoint des Marshals chargé des enquêtes. Il a travaillé sur des centaines d'évasions. Il sait combien il est difficile de rouvrir une enquête aussi vieille. Vous recommencez à zéro. Vous reprenez toutes les pièces du dossier de l'époque et vous revoyez tout. Vous essayez de reconstituer dans votre esprit tout ce qui a été fait à l'époque et vous envisagez toutes les pistes qui n'ont pas été explorées et qui vous paraissent intéressantes. Lorsque les US Marshals héritent de l'affaire, les rapports du FBI ne sont pas numérisés. On a dit au FBI de rassembler toutes les pistes, tous les rapports, tous les indices, de les mettre dans des cartons et d'envoyer le tout aux US Marshals. Et en fait, il nous a fallu 2 ans pour récupérer tous les dossiers. En parcourant les dossiers, les enquêteurs remarquent qu'il manque une pièce au puzzle. Aucune trace d'activité criminelle des fugitifs après l'évasion. Ces hommes étaient des criminels professionnels. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Ils se sont évadés d'Alcatraz et après ça, plus rien. Si Morris et les frères Anglin ont survécu à leur évasion, ont-ils réussi à rentrer dans le droit chemin après un tel coup d'éclat? La plupart des enquêteurs n'y croient pas. Aucun des 3 n'a été arrêté pour un quelconque délit. Pour moi, ça veut dire qu'ils sont morts. Pour l'ancien directeur adjoint Arthur Roderick, qui a également enquêté sur cette affaire, le facteur décisif, c'est l'eau glacée de la baie. Affronter le courant et l'eau froide, je pense que c'est ce qui a eu raison d'eux. Je pense qu'ils se sont noyés dans la baie et ont été emportés au large. Si les prisonniers sont allés au nord, vers Angel Island, le courant y était 2 fois plus fort que s'ils étaient allés vers le sud. Sur cette mer agitée, leur survie dépendait de leur radeau. Si leur radeau n'a pas coulé, je pense que 3 hommes pagayant de toute leur force étaient capables d'arriver sur Angel Island, vu la force du courant. Pour moi, tout dépend de la qualité du radeau. Malheureusement, il est quasiment impossible de répondre à cette question, car le radeau n'a jamais été retrouvé. Mais en étant si sûr? Michael Dyke a découvert certains indices qui tendraient à remettre en question ce que les enquêteurs croyaient acquis et a suggéré que les fugitifs s'en soient bien sortis contre toute attente. Aujourd'hui, le marshal adjoint Michael Dyke se rend aux Archives nationales de San Francisco. Les immenses salles d'archives abritent tous les documents sur l'évasion d'Alcatraz.
Ces dossiers permettent de dresser le portrait des détenus impliqués dans l'évasion de 1962. Frank Morris a eu une enfance difficile. Orphelin, ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, il finit en maison de redressement très jeune. Sur ses photos d'identité, il n'a que 14 ans. Mais Morris est également très intelligent, avec un QI supérieur à 130, comme seulement 3% de la population. D'après ces dossiers, on voit qu'il avait une intelligence au-dessus de la moyenne, mais qu'il était du genre turbulent, sans doute parce qu'il s'ennuyait. En grandissant, Morris s'installe dans une certaine routine qui va définir le reste de sa vie. Braquage de banque, vol à main armée et incarcération, suivi par des évasions audacieuses. Lorsqu'il est transféré à Alcatraz, Morris s'est déjà fait une réputation de roi de l'évasion. Les frères Englin étaient un peu à l'opposé de Morris. Pas particulièrement brillant, une intelligence moyenne, il n'avait pas été au-delà de l'école primaire. Ils volaient des voitures, de l'argent, entraient dans des commerces ou des résidences par effraction. Ils étaient considérés comme armés et dangereux, et comme fugitifs. Mais ils n'avaient pas vraiment un passif violent. Les archives d'Alcatraz brossent un portrait fidèle des évadés dans leurs jeunes années. Mais c'est dans les milliers d'autres documents que contiennent les dossiers du FBI que se cache une énorme surprise. 2 documents officiels restés inconnus du public jusqu'alors. S'ils se révèlent exacts, ils remettent en question les conclusions sur l'affaire. À l'époque, les sources officielles ont affirmé que le radeau n'avait pas été retrouvé. Pourtant, ce télétype du FBI, daté du 12 juin 1962, le lendemain de l'évasion, indique clairement qu'un radeau a été retrouvé. Et où cela? À Angel Island. Le lendemain, un mémorandum du gouvernement affirme la même chose, mais ajoute un détail frappant. On a retrouvé des empreintes de pas à côté du radeau. Mais si le radeau a bien été retrouvé, il n'a jamais été enregistré dans le dossier. Comment cela a-t-il pu arriver? Et pourquoi ces documents refont-ils surface seulement aujourd'hui? C'est un mystère. Le mémorandum du 13 juin contient également une autre révélation étonnante. On a longtemps cru qu'aucune voiture n'avait été volée au moment de l'évasion des 3 détenus d'Alcatraz. C'est d'ailleurs l'argument clé dans la thèse de la noyade. Pourtant, le lendemain de l'évasion, les services de police de la baie sont à la recherche d'une voiture qui leur a été signalée volée. Toujours d'après le mémo, un automobiliste a également fait une sortie de route à cause de 3 hommes dans une Chevrolet bleue. Il a téléphoné à la police de la route de Stockton pour le signaler. C'est un incroyable scénario qui commence à prendre forme. Si le radeau résiste à la traversée,
les fugitifs atteignent Angel Island, puis traversent à pied le mince bras de mer jusqu'au continent. À l'aube, ils volent une voiture. Quand les gardiens découvrent les cellules vides, les fugitifs sont déjà en route vers la liberté. Ces documents amènent Michael Dyke à tirer de nouvelles conclusions sur l'affaire. Une intuition est ce qu'elle est. C'est une opinion. Et mon opinion, c'est qu'il y a de fortes chances qu'au moins 2 d'entre eux aient survécu. Si le marshal adjoint Michael Dyke a raison et que 2 des fugitifs ont bien survécu à leur évasion d'Alcatraz, qu'est-il arrivé au 3e? Le rapport du cargo norvégien signalant la présence d'un corps dans l'eau apporte probablement une funeste réponse à cette question. Environ 8 mois après l'évasion et 7 mois après que le corps a été aperçu dans l'eau, on a retrouvé un squelette début 1963 à Pontreyes. Et d'après la direction des courants, beaucoup d'entre eux vont vers le nord. Donc il est possible que ce soit le même corps. S'agit-il des restes de l'un des évadés d'Alcatraz? Dyke pourra peut-être répondre à cette question, s'il retrouve le squelette. Bonjour Debbie, Michael des Marshals. Il se rend au bureau du coroner du comté de Marin, où le rapport a été enregistré en 1963. Il y est mentionné que les restes ont été enterrés dans un cimetière local sous le nom de John Bones Doe. L'avantage que j'ai maintenant par rapport à 1963, c'est que je peux exhumer les ossements et les envoyer à un labo pour une analyse ADN. Mais même un simple examen physique du squelette peut apporter des renseignements précieux. L'état et la longueur des os ont été soigneusement notés par le médecin légiste. Grâce à ces mesures, le médecin a conclu que l'homme mesurait probablement 1,71 m, ce qui est exactement la taille de Frank Morris. La similitude de taille est plus que troublante. Mais Michael Dyke sait qu'il n'y a qu'une seule manière de s'assurer que cette dépouille est bien celle de Frank Morris: une analyse ADN. Il se rend au cimetière local pour exhumer le squelette. Mais il n'est même pas sûr de pouvoir le retrouver, ni même s'il sera suffisamment préservé. Vous savez combien de corps vous avez reçus entre 1962 et 1963 ? On a 4 corps d'inconnus qui ont été enterrés ici, entre 62 et 64. D'accord. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. En voilà un. Super. Avec le coroner du comté de Marin, on a déterré les ossements et on les a apportés au labo pour analyse, en espérant qu'il réussira à en extraire l'ADN pour le comparer aux prélèvements effectués sur les membres de la famille des évadés. Je vais commencer par Frank Morris. Si Michael Dyke peut trouver un prélèvement de référence, le labo sera en mesure de déterminer si oui ou non John Bones Doe n'est autre que Frank Morris. Mais si c'est bien Frank Morris qui s'est noyé, pourquoi lui et pas l'un des frères Englin? Durant sa détention à Alcatraz, Morris s'est fait une réputation de solitaire.
Et si on en croit la rumeur, les frères Englin ne l'aiment pas. Au cours de la traversée vers Angel Island, les frères Englin ont peut-être décidé de se débarrasser de lui. Une fois dans l'eau, Maurice Sonnet a peu de chances de survivre. Il succombe rapidement au froid. Si c'est bien Maurice qui est mort, ça expliquerait que l'on n'ait aperçu que les frères Englin par la suite. Les deux frères auraient assisté à l'enterrement d'un membre de leur famille déguisé en femme. Un témoin a également signalé les avoir aperçus dans une cabane sur un terrain appartenant à un parent éloigné. Arthur Roderick se souvient d'une piste qu'il a suivie il y a quelques années et qui lui avait fait toucher du doigt la vérité. Nous avions reçu une lettre de 6 pages d'une personne qui racontait qu'un membre de sa famille avait été payé pour aller chercher les frères Englin dans la baie de San Francisco et les conduire quelque part du côté de Seattle. Le chauffeur les emmène jusque dans un parc en bordure de Seattle. Et c'est là qu'il décide d'un changement de programme. Ce type a tout à coup décidé de tuer les deux frères. Apparemment, ils avaient de l'argent sur eux et ils voulaient le leur voler. Ils étaient assis à l'arrière, cachés sous une couverture. Il a ouvert la portière et leur a tiré dessus. La lettre dit qu'il les a enterrés sur place. Les détails très précis de la lettre poussent Roderick à se rendre sur les lieux. Il emmène avec lui une équipe pour chercher où les corps sont enterrés. En suivant les indications précises de la lettre, il retrouve l'endroit exact. Ils commencent à creuser. Mais ils ne trouvent rien. L'histoire tenait la route, mais elle était fausse. Au fil des ans, de nombreuses pistes ont été suivies qui n'ont finalement abouti à rien. Idem pour les recherches d'empreintes et les opérations de surveillance. Mais cette dernière piste, des ossements enterrés depuis près de 50 ans, Le fémur est presque intact. pourrait s'avérer concluante. Les résultats des analyses ADN sur le squelette vont peut-être enfin nous révéler ce qui est arrivé à l'un des 3 évadés d'Alcatraz. Michael Dyke pense que ces ossements pourraient bien être tout ce qui reste de l'évadé d'Alcatraz, Frank Morris. Le laboratoire médico-légal a extrait l'ADN des ossements. Mais il lui faut un prélèvement de comparaison. Après des recherches laborieuses, Dyke retrouve un membre potentiel de la famille de Morris du côté de son père. Il a accepté de fournir un échantillon d'ADN. Le labo va déterminer s'ils correspondent. Michael Dyke n'a plus qu'à attendre les résultats. Comment ça va, Kuhn? Et vous, Mahoney? Comment ça va? Bien. Super.
Il y a 50 ans, les barreaux d'une cellule séparaient le détenu Darwin Coon et le gardien de prison Pat Mahoney. Aujourd'hui, ils se retrouvent à quelques kilomètres à peine d'Alcatraz. Je suis content de vous revoir. Oui, ça s'arrose. On n'est plus très nombreux. Ah, en effet, c'est sûr. Comme beaucoup d'Américains, les deux hommes continuent à ce jour d'être intrigués et divisés par le mystère qui entoure cette évasion audacieuse. Je pense qu'ils ne s'en sont pas sortis. La mer ici est toujours démontée. C'est ce qui faisait l'efficacité d'Alcatraz, l'eau. Je suis persuadé que John et Clarence Anglin et Frank Morris s'en sont sortis tous les trois. Quoi qu'il leur soit arrivé, Morris et les frères Englin ont eu un impact bien plus fort qu'ils n'auraient osé l'imaginer. Leur évasion a porté un coup fatal à la réputation du Rocher. La prison d'Alcatraz étant ce qu'elle était, c'était vraiment humiliant que quelqu'un s'évade. Moins d'un an plus tard, la prison fédérale est fermée définitivement. L'heure est venue de dire adieu à Alcatraz. Menottés et chevilles entravées, les 27 derniers prisonniers sur les 1500 quittent la forteresse croulante et condamnés pour une prison fédérale plus moderne. Tandis que le livre se referme sur la légende du Rocher, 3 hommes restent toujours introuvables. « 50 ans plus tard, ces portraits générés par un logiciel spécial nous révèlent à quoi ressembleraient les visages des évadés aujourd'hui. Et les US Marshals continueront de les rechercher jusqu'à ce que les fugitifs aient atteint l'âge de 100 ans. Les US Marshals ne classent jamais une affaire tant qu'ils n'ont pas la preuve absolue qu'ils ont retrouvé le fugitif, mort ou vif. Aujourd'hui, Michael Dyke espère voir confirmer sa théorie selon laquelle Frank Morris n'aurait pas survécu à l'évasion. Les résultats des tests ADN sont enfin arrivés. Ok. Merci, John. Le labo vient de confirmer que le prélèvement ADN que j'ai envoyé ne correspond pas à Frank Morris. Je savais que c'était à envisager, mais j'espérais que non, parce que je voulais classer cette affaire. Si les ossements ne sont pas ceux de Frank Morris, il s'agit peut-être d'un des frères Englin. Mais il est également possible qu'il ne s'agisse d'aucun des trois. Ce qui tendrait à prouver que le mémorandum découvert récemment disait la vérité et que le radeau a bien résisté à la traversée de la baie, que des empreintes ont bien été découvertes s'éloignant du radeau, qu'une voiture a bien été volée et que les 3 hommes à l'intérieur étaient bel et bien les évadés d'Alcatraz. La possibilité que les 3 fugitifs évadés d'Alcatraz soient encore en vie ne fait que renforcer la détermination du marshal adjoint Michael Dyke à les retrouver. Si j'en retrouve un ou les 3, je leur dirai « Bravo, belle évasion, mais c'est fini ». Le travail obstiné de Michael Dyke pourrait aboutir un jour à une arrestation historique. Mais pour l'instant, ce qu'il est advenu des 3 prisonniers évadés d'Alcatraz reste un mystère.